Bonjour et merci de rester fidèle à l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne plus proche de vous, à la une de l'actualité. Les concours administratifs session 2022 ont démarré ce jour sur toute l'étendue du territoire. Et puis, hors de nos frontières, Paul-Henri Sandaogo Damiba se rend au Mali ce samedi 3 septembre pour sa toute première visite d'amitié et de travail. Merci de nous suivre sur RTI2. La ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désiré Ouletto, a procédé au lancement des concours administratifs session 2022 ce samedi 3 septembre au lycée classique d'Abidjan. Ce lancement officiel ouvre ainsi les phases de composition de ces concours à grand tirage qui se tiendront dans 10 chefs-lieux de région, notamment dans les villes d'Abidjan, d'Abengourou, de Bandoukou, de Boaké, de Daloa, de Gagnoa, de Man, de Korogo, de San Pedro et de Yamoussoukro. Ces compositions se dérouleront tous les samedis et dimanches du 3 septembre au 16 octobre 2022. Soulignons aussi au total que 377 concours sont organisés pour l'édition 2022. La rentrée scolaire 2022-2023 est prévue pour le 12 septembre prochain. Les établissements scolaires publics et privés se préparent pour assurer une bonne rentrée aux élèves. Dans certains établissements privés, le personnel administratif s'active à faire des différents emplois du temps. Les parents aussi ont entamé les inscriptions des établissements privés et publics. Dans certaines écoles, ce sont les réhabilitations, le constat de Clarisse Kanyala et Pagasso Reo Kone de Madongui. Les nouveaux cahiers de texte et les listes de présence des différentes classes après. Nous sommes au lycée moderne Djedji Amondi Pierre d'Adjamé. Ici, le personnel administratif a déjà fait sa rentrée, depuis le 12 août dernier, en vue de préparer la rentrée scolaire du lundi 12 septembre prochain à partir de 7 h. La rentrée scolaire, c'est le 12. Il faudrait qu'on prépare tout, la liste des classes qui seront affichées dès le vendredi. Le vendredi pour que chaque élève connaisse déjà sa classe. Vous savez très bien qu'il n'y a plus les frais annexes et on n'a pas reçu de consignes contraires. Nous mettons les élèves dans les classes à partir du 12 et puis les parents viendront pour peaufiner leur inscription en termes de documents administratifs. Dans la salle des profs, les emplois du temps de classe et ceux des enseignants déjà affichés. Je suis en train de peaufiner l'emploi du temps qui est pratiquement prêt. Ce sont les dernières retouches. Au cybercafé du lycée, le gérant s'active. Il faut multiplier emploi du temps et liste de présence. Moi, je suis chargé de faire la saisie des emplois du temps, de préparer les listes pour les inscriptions et de faire ces impressions de ces listes pour mettre à la disposition du chef d'établissement. Autre commune, même ambiance. Au collège privé Haroun Taziev dans la commune d'Abobo, les inscriptions débutées depuis le 15 août sont plus intenses cette semaine. Bientôt c'est la rentrée, donc je suis venue m'inscrire. Nous recevons les élèves, les parents pour les renseignements, pour les inscriptions, pour les réaffectations en 6e et les transferts aussi. Nous avons inscrit tout au plus 200 élèves. Quant au groupe scolaire banco-japonais, toujours dans la commune d'Abobo, l'heure est la réhabilitation des toilettes pour garantir un cadre assaini aux apprenants et aux enseignants. Toilettes, portes et carreaux nouvellement installés. C'est bientôt la rentrée. C'est pour le 12 septembre 2022. C'est pour garantir une meilleure santé. C'est pour renouveler tout en sorte. C'est pour mettre l'hygiène en place parce qu'il arrive un moment où les toilettes ont commencé à être défaillantes. À l'école maternelle des Deux Plateaux, Nord 3, dans la commune de Cocody, les parents d'élèves se renseignent sur le dossier à fournir pour l'inscription de leurs enfants. Les anciens parents, par exemple, ils viennent retirer les dossiers des enfants pour des parents peut-être qui ont été affectés. Il y a aussi des enfants qui sont dans la circonscription mais qui veulent changer d'établissement. Donc on leur délivre aussi le certificat de scolarité. Je suis venue prendre les renseignements pour voir si je peux inscrire ma fille à la maternelle. Elle m'a donné une fiche de renseignements qu'elle doit aller remplir pour revenir le lundi. Dans les établissements scolaires publics, les inscriptions débutent ce lundi 5 septembre, quand dans les écoles privées,
elles ont déjà démarré. La rentrée scolaire 2022-2023 est prévue officiellement le 12 septembre prochain. En attendant, les responsables des différentes écoles s'activent dans les préparatifs pour une meilleure rentrée des classes. Nous parlons toujours d'éducation et nous mettrons l'accent sur la scolarisation de la jeune fille. Et ce sont les parents d'élèves de la commune d'Abobo qui ont été sensibilisés à la scolarisation des leurs. Et nous soulignons que l'initiative était de l'ONG OZ, Organisation pour le social, l'éducation et le développement. Elle visait à réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire et surtout encourager le projet École obligatoire pour tous du gouvernement ivoirien. Bonheurville, un quartier dans la commune d'Anyama, peine à se doter d'infrastructures sociales de base, notamment l'eau, l'électricité, centre de santé et marché. Une situation de vie difficile pour ces populations qui crient à l'aide. Yacouba Koulibaly, Georgette Ido, Fofana. À Bonneuville, quartier situé dans la commune d'Anyama, les populations ne connaissent pas encore les prémices du bonheur. Ce quartier souffre d'un manque criant d'infrastructures sociales de base, dont l'eau potable. Maïmouna vit dans ce quartier depuis quelques années. Pour ses besoins en eau, chaque jour, elle doit se rendre à ce puits pour s'approvisionner. À la maison, il n'y a pas l'eau. À cause de ça, ici, venir au puits pour venir laver habits. Elle finit de laver habits. Il a chargé l'eau pour partir à la maison. Voilà, c'est dans le puits qui est là-bas, on puise l'eau. Donc vraiment, c'est difficile. Il n'y a pas d'hôpital. Quand les femmes vont accoucher, c'est sur mototaxi, ils montent et puis on les amène. Le puits là qu'on a trouvé déjà existant, c'est là qu'on a commencé à se ravitailler en eau. Le puits s'est dégradé avec le temps. On a été obligé de réhabiliter. Mais toujours est-il que quand il pleut, comme c'est dans un bas-fond, quand il pleut, alors l'eau de ruissellement vient envahir, finalement, ça descend dedans. Ceux qui refusent de s'approvisionner dans les puits doivent attendre leur tour afin de recueillir le liquide précieux de ce seul robinet fonctionnel du quartier. Là encore, l'eau coule à compte-gouttes. Outre l'eau potable qui est une denrée rare dans ce quartier, les populations n'ont pas d'électricité. Une situation qui a amené Souleymane Ouattara à avoir recours à l'énergie solaire. Nous avons commencé dans un premier temps par le déplacement avec les torches, les lampes torches. Au fur et à mesure, nous sommes organisés. Et nous avons vu une opératrice pour qu'elle nous vienne en aide. Mais avant ça, nous avons fait des écrits. Nous avons demandé à la mairie de nous venir en aide. Donc, sans suite, nous avons décidé nous-mêmes de voir ce que nous pouvions faire pour nous éclairer. Donc nous avons vu une opératrice pour qu'elle nous vienne en aide. Et dans son budget, nous n'avons pas pu tout cotiser. Nous avons pu cotiser ne serait-ce que 20 millions. Et avec 20 millions, vous allez voir qu'autour de nous, nous avons des poteaux. Nous avons pu négocier avec les voisins d'à côté, Blanc-Ouest. Nous avons pu faire venir des câbles. Et avec ces câbles-là, nous avons au moins 4 lampadaires qui sont éclairés. Donc c'est avec ça. Mais les maisons ne sont pas éclairées. Toutes les maisons sont encore dans le noir. Donc les difficultés pour les enfants, pour les études, les résultats sont faibles. Donc ça nous crée d'énormes problèmes. Du coup, à la tombée de la nuit, les populations se terrent chez elles. Il n'y a pas de voie. Aujourd'hui, le quartier est vraiment peuplé. Nous sommes à plus de 3000 âmes ici. Les gens qui profitent de l'obscurité, qui tentent donc, j'allais dire, des embuscades. Nous avons pu enregistrer un cas d'agression ici où il y a un monsieur qui quittait le travail. Donc il était agressé, donc on a arraché sa moto ici. Et bon, le temps, nous allons comprendre que c'était un cas d'agression. Nous avons crié voleur, voleur, mais écoute, ils sont partis pour qu'une clinique puisse fonctionner en bonne et due forme. Il faut à cette clinique-là de l'électricité. Mais si nous n'avons pas l'électricité, comment est-ce que la clinique là va fonctionner? Comment est-ce que la clinique va conserver les médicaments? Comment est-ce que la clinique là va recevoir? Mais pas avec des lampes torches. Les nombreux courriers adressés à l'Office national de l'eau potable, ONEP, et Côte d'Ivoire Énergie sont restés lettres mortes. Au cas de l'eau aussi, il y a des agents de Sol ici qui nous avaient approché un moment. On a fourni des dossiers, par 2 fois même j'allais dire, mais tout ça c'est resté sans résolution. Ajouté à ces difficultés, l'inexistence de marchés et de centres de santé. Les malades et femmes enceintes sont transportés à moto, une situation qui laisse les populations dans le désarroi. Il n'y a même pas marché même. Même si il y a un pays qui m'a dit d'aller en ville pour aller pour venir. Il n'y a même pas marché. Si tu t'en fais marcher, tu as oublié quelque chose là-bas, c'est demain encore. Tu as payer celle, tu as parti en ville pour aller payer celle, vous venez mettre dans la sauce. Non, c'est pas facile. Ici, sincèrement, on a les difficultés de courant.
au problème d'eau aussi. Donc ça fait qu'à partir de 17h30, 18h30, on ferme la clinique. Il y a un sœur qui est décédé comme cela. Elle était enceinte. Elle voulait accoucher. L'enfant est décédé comme cela. Parce que c'était si moto, il n'y a pas de route. Au vu de ces chapelets de difficultés, pas de bonheur donc au quartier Bonheur de la commune d'Anyama. Les populations tirent la sonnette d'alarme en espérant que les autorités compétentes se penchent sur leurs conditions de vie difficiles. Le Rotary Club d'Abidjan de Plateau a initié une formation sur les enjeux de l'économie numérique. Et cette formation vise à instruire les membres du Rotary sur l'importance de tous les moyens de paiement en ligne. La formation s'est tenue tout récemment au plateau Clarisse Kanyana, Georgette Ido Fofana. Chaque membre du Rotary Club doit être au cœur de l'actualité et outillé pour comprendre les enjeux de l'économie numérique ou digitale. C'est l'objectif de cette formation initiée par le Rotary Club Abidjan de Plateau. Le thème d'aujourd'hui, ce sont les enjeux de l'économie numérique digitale. Vous avez entendu parler de la grève des points de vente. Donc nous, on échange et on veut comprendre. Donc nous avons une compétence, un expert, voilà, qui nous a éclairé un peu sur le sujet. À cette rencontre, le formateur a partagé sa vision du numérique afin d'emmener l'Afrique à bénéficier des retombées de l'économie numérique. L'économie numérique, c'est tout ce qui gravite autour de technologie de l'information, technologie de communication. Le numérique offre une véritable opportunité en termes de projection de développement. J'ai démontré aussi que le numérique pouvait nous permettre d'avoir la collecte des données stratégiques pour faire une analyse prospective afin d'élaborer des projections, des politiques cohérentes de développement. Donc, pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'était de partager ma vision de numérique avec mes amis et de les emmener à épouser cette vision-là et à nous approprier le numérique avant que ce ne soit imposé de l'extérieur. Ce type de formation a lieu 4 fois par mois à l'initiative du Rotary Club d'Abidjan, qui entend instruire ses membres sur diverses thématiques d'actualité. En sport, débuté le 22 août dernier sur les cours de tennis de Sikoji de Plateau, le tournoi de charité s'est achevé le samedi 27 août sur les cours de tennis de l'Hôtel Ivoire. Cette compétition avait pour objectif d'occuper sainement les jeunes pendant ces vacances scolaires, détecter des talents et surtout contribuer à la préparation des athlètes des équipes nationales jeunes pour les prochaines compétitions internationales. Moyabi Diabaté, Jean-Sylvain Resso du service des sports. Après des phases qualificatives très disputées à la Sikoji, les tout-petits se sont donné rendez-vous sur le Central Tennis Club de l'Hôtel Ivoire pour les différentes finales de l'Open. Venu du Burkina Faso, BCSO Lionel s'est facilement imposé dans la finale des Benjamins 6-2. Chez les minimes garçons, le duel entre Deripti et Ngassé Ruben a été riche en spectacle. Bien parti après une victoire 4-0 au premier set, Deris se fait reprendre au second set 4-1 avant de finalement s'imposer 7-2 au tie-break. Chez les cadets, Hassan Patrick n'a pas hésité. Incapable d'assurer sur ses services, il a été battu en 2-7, 4-2, 5-3 par Eric Nessien. Chez les cadettes, Kwaku Ange-Marie n'a eu aucun mal à se débarrasser de Fodio Yasmine, impuissante, 6-2. Ouattara Ibrahim a remporté la finale des juniors garçons après le forfait de Ouamien Franck. Derrick Kimura, Tende Mohamed, Kwaku Anne, Wandaogo Latif ont reçu leur pari, celui de repartir chez eux avec la médaille d'or. On a au moins 120 jeunes qui ont joué avec 11 catégories, de poussin à junior, et vraiment c'est satisfaisant. Le niveau est favorable parce que c'est à travers ces tournois qu'on détecte les meilleurs enfants qui vont faire les tournois de la sous-région. À travers ce tournoi, Tende Diakaria s'est donné pour mission d'aider et assister socialement les plus démunis par l'éducation, la détection des talents et l'accompagnement des jeunes artistes et sportifs. Et nous le disions en titre, Paul-Henri Sandaogo Damiba se rend au Mali ce samedi 3 septembre pour une visite d'amitié et de travail. C'est la toute première visite officielle du président burkinabé à Bamako depuis sa prise du pouvoir le 24 janvier dernier. Et puis pour finir ce journal, en Russie, des centaines de Russes faisaient ce samedi leur adieu
au dernier dirigeant de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, lors des funérailles sans éclat marquées par l'absence du président Vladimir Poutine. Grande figure politique du XXe siècle, Gorbatchev s'est éteint mardi soir à l'âge de 91 ans des suites d'une longue et grave maladie. Merci à vous et rendez-vous demain 12h30 sur RTI2.